l'invité du jour. Avec vous, Johanna Rosenblum, bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, merci d'avoir accepté notre invitation. On va revenir avec vous sur ce drame dans les Vosges. Cette fillette de 5 ans qui a été retrouvée morte et un suspect, cette adolescente de 15 ans qui est en garde à vue. Je me tourne d'abord vers vous, Marion Dubreuil. Bonjour Marion. Bonjour. Vous êtes journaliste au service police-justice d'RMC. On a appris hier que cet adolescent de 15 ans, qui était donc voisin de la famille et donc de la fillette, avait été mis en examen il y a un an. Il était toujours mis en examen dans une autre enquête. Oui, le mis en cause qui n'avait que 14 ans l'an dernier est mis en cause pour la première fois pour des faits criminels. Il est très jeune pour la prison, même si c'est pour des faits très graves, séquestration et viol sur un autre mineur. Le juge d'instruction décide alors de son placement en centre éducatif fermé. Le mineur est donc placé à Forbach avec une dizaine d'autres adolescents encadrés par une trentaine d'éducateurs pendant la durée maximum d'1 an. Un psychiatre qui l'a expertisé pendant cette instruction a relevé une légère déficience du mineur mental, mais il a aussi conclu à l'absence de troubles mentaux. En clair, pas de pathologie. À l'issue de ce délai d'1 an, en février dernier, le magistrat a alors 2 options. Soit placer le mineur à domicile, soit dans un foyer. Et plusieurs interlocuteurs m'ont dit hier que la collectivité, c'est compliqué pour un mineur à qui on reproche des faits de nature sexuelle sur d'autres mineurs. L'adolescent a donc été placé à domicile avec un suivi. Ça veut dire quoi un suivi ? Ça veut dire qu'à ce moment-là, il est encadré par la protection judiciaire de la jeunesse et que son contrôle judiciaire se poursuit, mais dans un autre cadre. On ne connaît pas le détail de ses obligations et des convocations, ni leur rythme et échéance. Est-ce qu'il les a bien respectées depuis sa sortie du centre éducatif fermé ? À ce stade, en tout cas, on ne relève aucun dysfonctionnement objectif. Je ne parle pas de l'évaluation des professionnels. Sauf si on découvrait que l'un des signalements qui visait ce jeune depuis son retour à la maison, notamment ce brocanteur qui affirme que le mis en cause a menacé sa fille de viol, a été porté à la connaissance de l'autorité judiciaire. En ce cas, c'était un motif suffisant pour révoquer son contrôle judiciaire et le placer en détention provisoire. Ce sont autant de questions qui seront abordées dans le cadre de cette nouvelle enquête, même si elle ne constitue pas, il faut bien le dire, le cœur des investigations. Et quand vous dites signalement, je précise en effet que plusieurs journalistes ou enquêteurs sur place ont recueilli des témoignages des voisins et il y a notamment 2 familles d'enfants voisins qui disent qu'ils ont parlé à la police municipale. C'est les signalements dont vous parlez, la police municipale qui n'est pas à proprement parler en charge d'une enquête. Non. Ça n'est pas une autorité judiciaire. Mais elle aurait pu faire ce qu'on appelle un article 40, c'est-à-dire signaler les faits à l'autorité judiciaire, c'est-à-dire au procureur de la République d'Épinal. Johanna Rosenblum, quand vous entendez ce début d'enquête, on n'est que, en effet, moins de 48 heures après le drame. Donc tout cela est évidemment à prendre avec beaucoup de pincettes, mais on a des certitudes. Il y a eu un passage à l'acte il y a donc 1 an, alors que cet adolescent avait 14 ans, puisqu'il est mis en examen pour, je rappelle, agression, séquestration, viol. Quand il y a un suivi, est-ce que c'est suffisant et qu'est-ce qu'on aurait pu ou qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Quel est l'arsenal ? Déjà, ce qui s'est passé, ce dont il a été capable à 14 ans, c'est-à-dire une déviance sexuelle, un passage à l'acte macabre déjà à l'époque, parce qu'il y avait une agression. Il a passé 1 an en centre éducatif fermé. C'est des centres extrêmement cadrants. Celui de Forbach, qui a 12 jeunes de 13 à 15 ans, entouré de spécialistes de santé, d'éducateurs. C'est 6 mois renouvelables une fois. Il a fait 1 an, il a fait le max. Donc... En cela, il y a eu une vraie volonté de le recadrer, de travailler sur ce jeune. Une fois qu'il est sorti, il y a certainement eu un suivi qui était censé être mis en place, mais dans l'intervalle de sa sortie en février et aujourd'hui, il y a quelque chose qui a décompensé et qui a permis de nouveau le passage à l'acte. Alors se pose la question de savoir si il a fait son suivi, s'il a bien observé son traitement, s'il était encadré par des adultes, des majeurs, responsables au niveau de l'autorité. Apparemment, non. En tout cas, il y a quelque chose dans cet intervalle de temps qui n'a pas été suffisamment cadrant et qui a permis à ce jeune de décompenser une seconde fois et de passer à l'acte. Quand vous dites décompenser, ça, ce sont des termes vraiment de psychiatrie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un comme ça qui a ce qu'on appelle des passages à l'acte, c'est le moment où il commet
un acte grave, dramatique en l'occurrence. Quand vous dites décompensé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est malade et qui à un moment tout d'un coup s'effondre? Alors, malade, non, apparemment, parce que les psychiatres ont dit qu'il n'y avait pas de pathologie mentale, donc en sous-texte de maladie psychiatrique, comme une psychose, quoi, comme la schizophrénie, par exemple. En revanche, il peut y avoir un trouble de comportement, un trouble de personnalité, qui peut aussi, s'il est très aigu et pas travaillé, pas conscientisé par le patient, et là, il s'agit d'un ado, donc lui faire prendre conscience aussi de ce dont il est capable, c'est compliqué. Et bien, s'il n'y a pas un travail, un suivi, parfois un traitement de mis en place, et ben, ce trouble de personnalité, il peut prendre le dessus, le trouble du comportement, et puis passer comme ça, sous un coup d'impulsion, avec un défaut d'inhibition, c'est-à-dire il ne sait pas se contrôler, passer à l'acte. Vous questionnez la question du suivi. C'est vrai qu'il y a eu donc ces 2 mois, hein, on le rappelle, il a été libéré du centre éducatif fermé en février. Nous n'avons pas encore fini le mois d'avril et que déjà, il y a eu donc plusieurs signalements d'après des familles de voisins et puis ce drame absolu avec la petite Rose. Vous posez la question de l'autorité et du suivi. Qui est en charge d'un suivi? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les services sociaux? Est-ce que c'est les services psychiatriques? Est-ce que c'est le service judiciaire? Alors, c'est les parents, évidemment, qui ont l'autorité sur l'enfant. Et quand les parents sont démissionnaires, quand il y a une carence familiale, l'aide sociale à l'enfance prend le relais et l'enfant peut être placé dans un foyer ou dans une famille d'accueil. Là, toute la question, c'est voilà, ce péché d'optimisme. Il peut sortir de ce centre fermé pour retourner à la maison. Donc, est-ce qu'il y a eu une mésévaluation de l'encadrement qu'il aurait pu avoir en retournant à la maison? Je pense. Un péché d'optimisme, dites-vous. Alors, vous parliez à l'instant d'expertise psychiatrique. On sait que les experts ont donc vu cet adolescent alors qu'il était en centre éducatif fermé. Voilà les conclusions de cette expertise. Une déficience mentale légère, un fonctionnement autocentré, une immaturité psycho-affective. Mais le parquet indique de son côté que l'expertise avait conclu à l'absence de troubles mentaux. Ça veut dire quoi, un fonctionnement autocentré et une immaturité psycho-affective? Les deux veulent dire à peu près la même chose. Ça veut dire de l'impulsivité, un défaut d'empathie, une tendance à passer à l'acte lorsqu'il y a de la frustration, une intolérance justement à la frustration, une espèce de façon de résoudre toutes ces volontés, tous ces désirs, toutes ces pulsions par le passage à l'acte. Il n'y a pas d'inhibition du comportement, il n'y a pas d'empathie, de faculté à se projeter dans la souffrance qu'on peut infliger à l'autre. La seule préoccupation, c'est la résolution de sa tension interne, de sa problématique pour se soulager et donc au travers de déviances sexuelle et pour lui de passage à l'acte macabre. Marion Dubreuil, ce suspect de 15 ans, il est en garde à vue au moment où on se parle. Quelle est la suite de l'enquête? Eh bien, la garde à vue peut durer jusqu'à cet après-midi. Elle devrait être suivie en fin de journée d'un déferment devant le procureur de la République d'Épinal, de l'ouverture d'une information judiciaire puisqu'on parle de faits criminels, d'un premier interrogatoire par le juge d'instruction et d'une éventuelle mise en examen. On le rappelle, à ce stade, dans l'instruction qui a déjà été ouverte, cet adolescent reste présumé innocent. Son casier judiciaire, il est vierge à l'heure où on vous parle. Parce qu'il n'y a pas eu de condamnation à proprement parler. Le premier procès n'a pas eu lieu. Non, on ne sait même pas à ce stade s'il est renvoyé. D'ailleurs, s'il y a des poursuites, on est pour le moment au stade de la mise en examen. Pour ce nouveau dossier, ce dossier d'homicide, il pourrait être mis en examen dès cet après-midi. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations en ce moment même. Il y a l'interrogatoire du suspect, évidemment, mais de son entourage, et puis de tous les témoins potentiels. Il serait donc, dans ce cas, doublement mis en examen pour l'affaire lorsqu'il avait 14 ans et pour celle de la petite Rose. Exactement. Et le débat sur son placement en détention provisoire aurait à nouveau lieu, mais avec davantage d'éléments à charge. Merci Marion Dubreuil du service police-justice d'RMC. Et merci également à vous, Johanna Rosenblum. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Merci pour votre éclairage.